Chers téléspectateurs, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Et donc, j'ai la lourde tâche de remplacer Emmanuel Granier cet après-midi, dans la mesure où il est empêché, mais bon, pour des raisons pratiques, on va dire. Donc, j'ai le plaisir d'animer cette émission en la compagnie donc, de nos chroniqueurs favoris. Je vais tâcher donc d'être à la hauteur et je vais commencer par présenter notre ami Michel Branchi en lui demandant son actualité de la semaine. Ben, l'actualité de la semaine, c'est précisément, on vient d'en parler hors antenne. Bon, bien sûr, qu'on le veuille ou non, c'est la question de l'Ukraine, mais c'est aussi le fait que précisément l'épidémie de Covid est en train de repartir en Martinique et en Guadeloupe, suite au carnaval. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Donc, représentant du journal Justice, voilà, exactement. Voilà. Philippe Saint-Cyr, notre professeur préféré. Voilà, merci. Bienvenue et merci pour ta présence. Je vous salue tous. Voilà. Carl Paolo, qui est un chroniqueur. Ah non, le meilleur pour la fin. Ah, le meilleur pour la fin. C'est toujours comme ça. Bon, Carl Paolo, qui est un chroniqueur qu'on a déjà accueilli et qu'on est très heureux d'avoir avec nous pour son expertise et la lecture acérée de ses commentaires de l'actualité. Actualité particulière, non? Je me suis essentiellement intéressé à affiner ma compréhension de ce qui se passe en Ukraine. Parce que c'est une situation qui est complexe et dont les racines remontent quand même assez loin. Et personnellement, pour moi, je les situe quasiment à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire 1918. Donc c'est pas hier. Hein. Voilà, très bien. Donc tu vas nous expliquer tout cela. Je vais essayer. Et enfin, notre présence féminine, Béatrice Bellé, représentante du Parti socialiste en Martinique, qu'on est très heureux d'accueillir et qui est la touche de charme. Elle n'aime pas qu'on dise ça, mais c'est vrai. Très heureux de t'avoir avec nous et on te demande comment vas-tu et qu'est-ce que tu as à nous dire en particulier par rapport à l'actualité. Bonsoir à toutes les téléspectatrices, à tous les spectateurs et bonsoir à tous les chroniqueurs, amis. Écoutez, moi, l'actualité, puisque vous parlez de charme encore, c'est le 8 mars, journée de lutte pour les droits des femmes. Donc, un moment très important qui a permis dans de nombreux lieux de redire à quel point il s'agissait encore pour les femmes de lutter pour l'égalité. Nos droits et rien que nos droits. Voilà, donc on a un thème sur ça tout à l'heure, j'espère qu'on pourra développer. Tout à fait. Il y a un thème dessus, donc avec plaisir, nous allons aborder les différents thèmes qui ont été proposés par Manuela. Donc nous allons d'abord commencer par les 12 candidats officiels annoncés à l'élection présidentielle. Donc ce sont les candidats qui ont obtenu 500 signatures dans 30 départements. Et ma question à nos chers chroniqueurs, c'est de savoir si 12 candidats, ce n'est pas trop. Et puis, c'est aussi de se poser la question de savoir s'il n'y a pas une petite lecture suspicieuse de certains candidats qui viennent non seulement témoigner, mais peut-être aussi chercher autre chose. Michel, quelle est ta lecture là-dessus? Non, ma lecture, c'est que, grosso modo, quand même, à part quelques candidatures, il y a toujours eu des candidatures un peu hétérodoxes. Bon, des gens qui viennent témoigner, mais enfin, d'une manière générale, ça reflète quand même l'état du champ politique français. Bon, il y a avec néanmoins une nouveauté, c'est la division de l'extrême droite. La division de l'extrême droite, et bon, le fait que notre nouveauté, c'est que le candidat sortant absorbe à la fois des candidats de la social-démocratie. Bon, il y a des ralliements de socialistes, et pas des moindres. Bon. Et puis, oui. Il y a des socialistes et ça continue ce qui s'était déjà passé en 2017. Et puis, il y a aussi, il prend dans les candidats de ce qu'on appelle la droite républicaine. Donc, en gros, c'est... Alors, bien sûr, il y a... On en a déjà parlé, ce qu'on appelle la division de la gauche, mais enfin, bon, la lecture que j'en fais, c'est que la division de la gauche résulte simplement du catastrophique mandat de François Hollande. Oui. Voilà.
Philippe Saint-Cyr, que penses-tu donc de ces 12 candidats et est-ce qu'il y a un commentaire particulier à faire? Il n'y a pas une dilution de l'offre politique. Est-ce que ça ne rend pas les choses un petit peu plus difficiles quand on a un président qui est au firmament? Ah, ça c'est différent, oui. Enfin, 12 candidats à la présidence, ça ne me semble pas trop important. Mais effectivement, c'est que il y a 11 candidats qui sont des nains de jardin. Oui, parce qu'il y a un candidat, que tu l'as dit, qui est porté, n'est-ce pas, par les événements. Il y a des événements très graves qui se posent. Il préside l'Europe, il est candidat au présidentiel. Qu'est-ce qu'il a encore comme autre fonction? Je ne sais plus. Et de toute façon, il est tout le temps sur le devant de la scène et il est mis en valeur. Et ça, c'est une chose. Et c'est pas maintenant. Enfin, le modeste citoyen se dit, bon, il est en contact avec Poutine, c'est lui qui, au niveau de l'Europe, fait des propositions. Le modeste citoyen se dit, oh là, c'est dur tout ça, ouais. Il vaudrait mieux, n'est-ce pas, continuer dans la même direction. Et donc, il y a une réaction qui se fait subliminale, c'est ce que je trouve. Mais je ne lui donne pas tort, de toute façon, si mes souvenirs sont bons, les présidents candidats n'accordaient aucun débat. Il n'y avait aucun débat avant le premier tour. Très bien. Alors on peut dire que c'est jupiter, mais non, mais ça c'est l'histoire aussi. C'est quelques commentaires. Très bien. Alors tu parles sans doute de l'effet drapeau par rapport aux événements européens. Et oui, bon, voilà. Mais oui, c'est fantastique. Il est servi par les événements. Il bénéficie de la lecture. Ah oui. Karl, 4 candidats d'extrême gauche. Roussel, Mélenchon, Artaud, Poutou. Je vais solliciter ta clairvoyance là-dessus. Est-ce que ça ne fait pas trop? Est-ce qu'il ne faut pas être unis pour défendre les idées qui sont Dès lors que ces candidats divergent sur des questions fondamentales, je ne vois pas pourquoi. Il ne faut pas faire des unions de façade. On n'est pas sur une scène de théâtre, enfin, à mon sens. Pas tout à fait. Bon, alors, il y a 12 candidats, mais il y a 12 candidats. On verra bien. Le principe, c'est au premier tour, je choisis. Au second tour, j'élimine. C'est ça pour résumer une élection. Alors, je ne trouve pas... Il y a des différences. Nathalie Arthaud n'est pas Poutou, Poutou n'est pas Roussel, je ne sais pas qui tu as cité, Mélenchon. Mélenchon, oui. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment l'extrême gauche, hein, mais bon. Non, c'est différent. Bon, deuxièmement, je vais faire un petit bémol par rapport à ce qu'a dit Philippe il y a 2 minutes. Si on additionne les scores de Marine Le Pen et de Zemmour, je trouve ça plutôt inquiétant. Même si, enfin, c'est quand même des courants de pensée Oui, sur le plan relativement proches. Tout à fait. On va dire ça comme ça. À ce niveau-là, oui. L'extrême droite, enfin en tout cas en France, ce qu'on appelle l'extrême droite, c'est plutôt développé. Et si les deux étaient, le total dépasse le camp du président sortant qui est avantagé. Donc je me suis même demandé s'il n'y avait pas un obscur accord. La même question. Voilà, entre Poutine et Macron. Oui. Parce que vraiment, je dis c'est pas possible de faire ça comme ça. Il veut vraiment avoir comme interlocuteur le président Macron, M. Poutine. Hein. Il faut quoi? Il a donc voté. Il a fait son choix. Je me suis même posé la question. Mais comme je suis quelqu'un d'un peu déjanté, c'est pour ça que j'ai posé cette question. On a bien raison de poser des questions et c'est la raison pour laquelle on est là. Donc ça ne m'apparaît pas poser un problème. Bon, et puis bon, le taux de participation n'est pas très élevé. Il faut attendre. Il faut pas... C'est les élections, ça se gagne dans l'isoloir. Dans l'isoloir, et puis surtout les dernières semaines qui précèdent le premier tour. Donc on va voir. Oui. Béatrice, concernant ton commentaire, alors bon, il est surprenant de voir que les conditions sociales de la population française ne sont pas améliorées, et pourtant, la droite caracole en tête. Est-ce que c'est pas surprenant? Quelle est ton analyse là-dessus? Non, c'est pas surprenant, mais pour répondre d'ores et déjà au premier élément qui était l'énoncé de la question, c'était 12 candidats. Je rappelle qu'en 2002, il y en avait 16.
Voilà. Donc en fait, on se fait un peu à chaque fois les porteurs de voix des nouvelles problématiques de la presse, et puis on oublie finalement, on a une mémoire qui est assez courte et sélective. Il y avait 16 candidats, avec une division en l'occurrence environ 3-4 pareils d'extrême gauche, comme certains veulent les appeler, avec Robert Rue ou machin, mais enfin qui étaient des communistes, point, des socialistes. En 2017 non, en 2002, il y a 20 ans. 2002, d'accord. Hein, et puis, je crois que là aussi où il faut qu'on soit attentif, ce à quoi il faut qu'on soit attentif, c'est aussi à ce que disaient les sondages d'ailleurs également en 2002. En 2002, les sondages ne disaient pas la même chose. En 2002, les sondages donnaient par exemple un Le Pen à 6. Il est sorti avec un plus de 20. Pourquoi ? Parce que le contexte, à chaque fois, c'est des questions contextuelles, mais il faut redire aux personnes que ce sont les votants qui choisissent. Ce n'est pas les non-votants. Ce sont les votants qui choisissent. Et il faut quand même que, sur la question de la mobilisation, tu en as parlé, de la participation, il y a quelque chose de très important. On ne peut pas passer notre temps à nous plaindre, parce que malgré tout, les Français aiment qu'on plainde, cette idée de la révolution, mais la révolution, elle se fait aussi dans les urnes. Et si on veut qu'il y ait des choses qui changent, on ne doit pas être étonné. Si on veut une société et une France, une Martinique sociale, eh ben, il faut voter pour des personnes qui portent des idées, des programmes, une ambition pour leur territoire qui soit une ambition sociale. Et là, on est étonné en effet de voir qu'il y a une demande sociale de plus en plus forte en France, malgré tout, une demande de justice sociale de plus en plus forte, et que pour autant, ce sont les idées de droite ou d'extrême droite qui semblent poindre, peut-être parce que aussi ce sont des idées faciles à c'est tellement facile de haïr l'autre et de penser que c'est l'autre le problème à toutes ces difficultés. Poser les questions de manière simpliste, effectivement. Donc, mais n'y a-t-il pas aussi un manque d'investissement, un manque de propositions fortes des candidats pour justement provoquer cet engouement-là et de manière à solliciter l'adhésion des électeurs? Michel? Moi, je pense qu'on ne peut pas ignorer la modification très, très fondamentale du paysage médiatique ces dernières années. En gros, les gens du CAC 40, les oligarques français. Les oligarques français. C'est devenu ça. Hein. Les oligarques français se sont rendus compte que pour défendre leurs idées, pour accepter l'injustice sociale, il leur fallait précisément agir sur les esprits. Donc, Drahi, Bernard Arnault, Bolloré se sont constitués des empires de presse et de télévision. D'ailleurs, nous allons publier ça dans Justice la semaine prochaine. Bon, il y a 3 ou 4 empires de presse qui comportent à la fois des télévisions, des radios. Par exemple, Europe numéro 1 est tombé dans l'escarcelle de Bolloré. Bon, quand vous écoutez Europe numéro 1, c'est la voix de Zemmour. Hein. Absolument. Bon. Est-ce que je peux apporter de l'eau à ton moulin? Bien sûr. Alors, juste les chiffres. Au 3 mars, tous médias confondus, Valérie Pécresse, 151 heures de droit de parole. Et Emmanuel Macron, donc 128 heures. Marine Le Pen, 125 heures. Éric Zemmour, 102 heures. Jean-Luc Mélenchon, 87 heures. Yannick Jadot, 63 heures. Anne Hidalgo, 49 heures. Fabien Roussel, 34 heures. En fait, quand vous regardez les chiffres, vous arrivez quasiment au classement des sondages. Et donc, l'influence, évidemment, plus quelqu'un est visible, plus son propos est porté, plus il est dit, plus il est répété, et plus quelque part, évidemment, il porte ses fruits. C'est de la communication ou de la propagande, comme on l'a déjà dit aujourd'hui. Quand on a en effet des plateaux ouverts 24 heures sur 24 sur un certain nombre d'idées, et d'ailleurs, il y a eu des plaintes qui ont été déposées devant le CSA. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de groupes politiques n'étaient invités qu'à partir de 22 heures, par exemple, sur les plateaux d'information continue. Et pendant de 7 heures jusqu'à 20 heures, c'était droite, extrême droite, droite, extrême droite, droite, extrême droite. Donc, effectivement, par rapport aux explications que vous venez de donner, il y a des éléments, la simplicité des messages de manière à toucher les lecteurs qui est un petit peu désorientés,
Et puis le matraquage médiatique qui serait effectivement une explication concernant leur popularité. Karl? Il y a un élément peut-être qu'il faut ajouter, c'est que je pense qu'une bonne partie de la population, celle qui s'est mobilisée au travers des Gilets jaunes, mais pas que, je pense qu'elle est aussi désabusée, qu'elle pense que ça ne mène à rien, qu'ils sont fatalistes, que ça ne servira à rien. Pourquoi? Ben, moi je me souviens, j'ai ça dans la tête, comment ça s'est passé un certain 10 mai 81. Franchement. À Paris. Peux-tu rappeler parce que l'élection de François Mitterrand. j'étais très jeune. Et Mitterrand est venu donc sur, je ne m'appelle plus si c'est Trocadéro, quelque part comme ça, et la foule scandait, il pleuvait, hein, Mitterrand du soleil. Et il pleuvait à ce moment-là, Mitterrand du soleil. C'est-à-dire que quand François Mitterrand a été élu, il y a eu un espoir absolument considérable, mais vraiment très important, qui a littéralement balayé la société française. Malheureusement, bon, je ne vais pas en débattre maintenant, cet espoir à la longue, au fur et à mesure, bon, il n'a pas été satisfait comme on aurait pu le penser. Il a quand même fait deux mandats. Il a fait certes 2 mandats, mais tu sais, ça dépend qui on a en face. Quand on voit le débat qu'il y a eu entre Mitterrand et Chirac pour les présidentielles second 88. mandat, voilà, de 88, franchement... Il avait eu la mauvaise chance d'être aussi son Premier ministre. Bien. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a des... donc finalement, il y avait des débats. Oui, il y avait des débats à l'époque. Mais... Au deuxième tour. Hein. Au deuxième tour. Ah oui, Au deuxième c'est tour. vrai que c'est Bon. au deuxième. Il y a un autre élément que je voudrais ajouter, c'est que, hormis les personnalités politiques qui sont invitées sur les plateaux, il y a les journalistes, les commentateurs, les chroniqueurs, je sais pas, enfin les gens qui sont là. Oui, Tout à fait. oui. Il y a presque, c'est un peu là, cette famille, ils ont l'air de tous penser à peu près pareil, ils se divisent sur des nuances. Et encore. Surtout en ce moment. Sur des nuances. C'est à qui pourra les Pascal renchérir Pro, tout ça, sur l'autre. Alors bon, quand un électeur lambda entend ça, pour peu qu'il s'y intéresse, c'est ça. difficile. Je prends un exemple. On dit voilà, comme l'espérance de vie augmente, il faut travailler plus longtemps. Alors, évidemment, présenté comme ça paraît logique. Hein. Si on pouvait vivre à 150 ans, on travaillerait jusqu'à 120. C'est ça. Bon, le problème, c'est que l'espérance de vie, justement, en bonne santé, En bonne santé. elle recule. Donc, il y a une manière de présenter les choses qui fait que celui qui écoute et qui n'a pas les éléments, bon, ben, codage. on lui dit quelque chose, on lui dit que la Terre est ronde. Si je dis la Terre est ronde, est-ce que quelqu'un va venir? Mais non, tu te trompes, moi je la vois plate. C'est Mais ça. non, elle est ronde. Il y a encore des platistes. Donc l'écosystème politico-médiatique est fait de telle manière que le désabusé ou l'électeur qui n'est pas très informé est un petit peu égaré. Alors je te donne la parole et puis Oui, Philippe va intervenir. je pense juste qu'il faut faire attention, mais pareil dans les questions. Il faut faire attention parce qu'on y a accès, toi tu y as accès, d'autres y ont accès. Faire attention à ne pas dire inlassablement qu'il n'y a pas de propositions. Il y a des propositions politiques qui sont faites, il y a des projets politiques qui sont écrits. Je crois qu'il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de propositions. Il y a des propositions. Que les gens aujourd'hui s'y intéressent moins, qu'ils soient moins dans les partis, qu'ils soient moins dans les associations, qu'il y ait moins d'éducation populaire, c'est-à-dire cette façon de se mettre ensemble et de considérer qu'ensemble on peut résoudre des problèmes, qu'il y ait moins d'éducation politique en général, parce que on l'a souvent dit sur le plateau, mais à mon époque, à 18 ans, on était politisé. Voilà, à fait. on avait quand même on penchait quelque part. Bon. Et il y avait des petites choses, des codes, comme on dit, qu'on apprenait au fur et à mesure, qui sont de moins en moins vrais. Et peut-être que justement la génération des Gilets jaunes dont on parle, c'est aussi une génération qui a été dépolitisée, qui a été peut-être métro, boulot, dodo, et qui ne se rend pas compte, et qui ne se rend plus compte que les choses sont rétroactives. Ce que nous avons, nous pouvons les perdre. En termes de droits, en termes de services publics, nous pouvons perdre des services publics et on peut se retrouver, justement, si on ne bouge pas, avec une retraite que l'on nous fait prendre à 3 ans plus tard, alors qu'on sait déjà que 3 ans avant,
on est, la majorité en tout cas de ceux qui travaillent dans la pénibilité, partent en mauvaise santé. On va en parler de la retraite. Donc, métro boulot dodo, télé et aussi donc individualisme. Philippe, est-ce que tu Oui, le notamment, oui. Oui. Dire qu'il n'y a pas de proposition, donc je pense qu'il y a des propositions, elles ne sont peut-être pas entendues. Elles ne sont pas entendues. Et première remarque. Deuxième remarque, c'est que effectivement, tu parles du passé. Effectivement, à l'époque, on avait un idéal. Tu parles on avait un idéal, on avait une idéologie. Hein, on avait des espérances et des espoirs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vise? C'est l'immédiat. C'est la satisfaction. Tu parles d'individualisme, bien sûr. C'est la satisfaction du plaisir, ou si tu veux, la satisfaction d'un intérêt particulier. Alors, s'agissant de l'effet des médias, oui, peut-être. Mais moi, je trouve que ce qui me semble le plus dangereux, ce sont les débats des chroniqueurs. C'est extrêmement... C'est pas décompté. Mais seulement, leur façon de présenter les choses, bien sûr, c'est évident, ils privilégient un candidat plutôt qu'un autre. Et ça a un effet, à mon avis, assez dévastateur pour une catégorie de la population. Voilà les quelques remarques que je voulais faire. Merci beaucoup. Donc, voilà pour l'analyse concernant les 12 candidats officiels à l'élection présidentielle. Nous allons changer d'échelle et arriver en Martinique. Attends, oui, vas-y, je t'en prie. Question pertinente. Oui. Pourquoi, dans aucune des chaînes, je les cite, BFM TV, CNews, LCI, et puis peut-être même France Info, il n'y a jamais un journaliste de l'humanité? Jamais. Question pertinente, effectivement. Ah oui. Bon. Question pertinente. Par exemple, pourtant, l'humanité est le seul quotidien communiste occidental et qui paraît, avec en plus des signatures de renom, oui. De renom, de haut niveau. Oui. Ok, bon, je pose la question. Non, c'est une question pertinente, effectivement. Alors, nous changeons d'échelle, je disais, et nous arrivons donc à l'actualité en concernant Babette de Rosière, qui a quitté Valérie Pécresse. Grégory, est-ce que tu peux nous faire la petite vidéo de manière à ce que nous puissions commenter celle-ci? Je te remercie. Lorsque Valérie a décidé de faire la campagne présidentielle, je lui avais dit qu'il faut vraiment qu'elle fasse une vraie politique pour les Outre-mer. Quand je lui ai parlé des Outre-mer en juillet, elle m'avait laissé entendre qu'il n'y avait pas de voix aux Outre-mer, etc. Moi, j'ai rigolé un peu. Et puis là, au fil du temps, j'ai remarqué qu'elle n'a pas une seule ligne sur les Outre-mer. Et ça m'a interpellé. Et à force de parler, de répéter les mêmes choses et sentir que je ne suis pas écoutée, c'est surtout ça, je me dis non, c'est pas possible que je suive Valérie dans cette voie-là, parce qu'elle a aucune ambition pour les Outre-mer, et j'ai même l'impression qu'elle méprise les Outre-mer. Donc j'ai pris ma décision de ne pas la soutenir et de m'écarter de la campagne. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait il y a plus de 2 mois d'ailleurs. Beaucoup Grégory, donc avec des amis comme cela, on n'a pas besoin d'ennemis, donc là au moins en tout cas c'est clair. Béatrice, est-ce que tu souhaites réagir par rapport à la décision de Babette de Rosière de quitter Valérie Pécresse? J'ai envie de dire que je me demande même ce que Babette fait au LR depuis tout ça de temps. Bon, quand on est amoureux des Outre-mer et qu'il y a eu tout ça de sorties, des Vauquier, des Fillon, on en a eu quand même. Quand il y a 2 ans, Valérie Pécresse parlait, parce qu'on en a fait un cas maintenant, mais quand elle parlait du fait en Assemblée, en Île-de-France, de ne pas s'alourdir de la chose mémorielle relative à l'esclavage, et elle avait repris quasiment les propos de Fillon, et c'était en 2018. Bon, Babette fait une sortie tardive, et tant mieux qu'elle s'écarte un peu, parce que là, ça se passe en ce moment, mais il y a un débat ce soir entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Oui. Il y a probablement 2 écoles qui vont s'affronter dans le coaching qui va être celui de Valérie Pécresse. Il est catastrophique. Il y a
catastrophique. Voilà, il y a probablement, alors j'ai même pas suivi, mais deux écoles, celle de Ciotti qui va, ça va être probablement le concours Lépine des propositions facho, et puis de l'autre côté son nouveau truc, son nouveau dada, elle essaie de trouver un équilibre sur une droite dite républicaine, celle de l'accueil des réfugiés, du droit d'asile, mais en effet, à mon avis, Valérie Pécresse aujourd'hui joue sur une ligne qui est très fine, qui est devenue très fine entre les idées que l'on pouvait appeler républicaines de droite et puis les idées d'extrême droite. Très bien. Karl. Mais il faut croire à la rédemption, puisque elle a pris du temps, mais bon, j'espère qu'elle a compris de manière définitive. Bon, Valérie Pécresse est pareille à elle-même. Je ne suis pas surpris de ses discours, du contenu, et je pense effectivement qu'il y aura un concours Lépine ce soir, enfin, ou en ce moment. Bon, maintenant... Ceci dit, c'est vite oublié quand même qu'elle avait, avec M. Karam, envoyé des lits pour permettre l'accompagnement des cas Covid aux Antilles. Elle avait fait un geste. Est-ce que ça n'était pas pour témoigner de sa solidarité ou c'était un acte politicien? Écoute, moi je n'ai pas... Tu sais qu'elle ne m'a pas demandé mon avis, ni un conseil. Hein. Bon, alors je ne sais pas s'il y a dans le gouvernement cubain quelqu'un qui est candidat ici et qui aurait donc favorisé l'envoi de médecins cubains pour se faire élire. Bon, non, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un rapport. D'accord. Hein, mais bon, comme on parle... Bon, Valérie Pécresse ne m'intéresse pas plus que ça. Bon, Babette de Rosière, qui est une personnalité qu'on connaît depuis longtemps, bon, c'est des raretés, dont acte. Philippe. Oui. Pour revenir au débat Pécresse-Zemmour, j'ai regardé une partie, j'ai assisté à une partie du débat, c'est quelque chose de catastrophique. Les journalistes sont perdus car ils s'injurient littéralement, ils ne se laissent pas parler les uns les autres. Alors pour Babette de Rosière, je pense qu'effectivement c'était difficile que reste, mais d'autant plus Valérie Pécresse a repris des propos quelque peu injurieux vis-à-vis de nous-mêmes. Okay, ce qui a valu un petit problème à Fred Thirault par rapport aux réactions de Catherine Conconne. Mais moi je pense qu'effectivement, elle n'a rien à y faire. Peut-être qu'il y a encore d'autres éléments, pour d'autres choses, elle s'en va, que nous ne connaissons pas. Mais il doit y avoir encore d'autres aspects. Bon, ce qu'elle dit, moi je partage tout ce qui a été dit. Elle a mis du temps à se rendre compte que, pour dire les choses très simplement, c'est que la droite française n'a pas de considération pour la culture de ces pays qu'on en appelle outre-mer. Tout à fait. Je prends de la distance. Absolument. Bon, c'est la France qui est mon outre-mer. Oui, absolument. Bon. On est tous l'outre-mer de quelque chose. Oui. Bon, mais ceci dit, pour aller au fond, donner un petit coup de griffe, elle dit Valérie Pécresse n'a pas une ligne une vraie politique pour l'outre-mer. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas d'avoir une politique pour l'outre-mer. C'est d'avoir une vision de l'outre-mer pour que l'outre-mer ait une politique pour lui-même. Voilà. Voilà, précision bien faite. Merci beaucoup pour ces commentaires. Et Grégory va de nouveau nous faire une petite vidéo concernant la déclaration de la députée Madame Manin qui nous donne une indication. J'ai demandé à mon parti politique de me libérer, voilà, de ma fonction de député. Je l'ai demandé il y a déjà quelques mois. Je l'ai redemandé il y a quelques jours. Et je l'ai demandé donc à notre équipe Alliance, je leur ai demandé de me libérer de ce rôle de parlementaire. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, je suis engagé également à la collectivité territoriale de Martinique, puisque j'avais accepté d'accompagner Serge Letchimy. Et je n'ai pas envie de faire cette espèce de yo-yo que je fais, Paris-Martinique, même si effectivement je suis en charge d'une circonscription et que j'ai le devoir d'être là pour la population martiniquaise, mais j'ai envie d'être démise de cette fonction.
Claire, hein, déclaration courageuse et puis déclaration pleine de responsabilité, hein, puisque ces explications sont assez claires. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Est-ce que c'est une décision personnelle? Qui souhaiterait faire un petit commentaire? Béatrice? Ben non, moi je n'ai pas de commentaire. Non, pas de commentaire Peut-être, particulier. D'autres en auront pour avoir les détails peut-être de ce qui se dit dans l'Alliance. Mais je pense que si elle l'a dit, c'est que cette fois c'est une décision qui semble définitive. Oui. Parce qu'elle avait déjà eu l'occasion de dire qu'elle arrêtait et puis finalement elle était repartie, elle était revenue. Donc là, et puis bon, je pense qu'il faut le dire, c'est une fonction marathonienne celle de député. Mine de rien, on s'en rend pas compte, mais enfin c'est être dans les avions au moins deux fois par mois minimum, être basé pendant un certain temps, pendant plusieurs jours à Paris, suivre des débats, aller dans des commissions de façon nocturne, aller aussi siéger parce qu'il y a des espèces de permanences. Ça sera intéressant d'ailleurs un jour qu'on en parle, parce que des fois les gens disent ah oui, pour tel vote il n'y avait pas de député. Mais enfin en fait le député il peut pas rester de 6h du matin, enfin de 8h du matin jusqu'à 3h du matin pour tout. Donc en fait, il y a des personnes qui assurent la permanence, un peu comme ça. Et puis des fois, il y en a qui sont appelés en urgence, ceux qui sont le plus près de l'Assemblée, pour venir voter. Donc Josette, il faut le dire, a aussi aujourd'hui un âge qui fait qu'elle a aussi spécifié qu'en termes de santé, que c'était une fonction qui était particulièrement épuisante. Responsable? Elle avait dit qu'elle ferait qu'un mandat. Elle respecte ce qu'elle a dit. Si je trouve ça plutôt correct et honorable, c'est pas toujours exactement comme ça que ça se passe. Elle ne veut pas cumuler, mais c'est du bonheur. C'est que du bonheur. Ouais. Dans un pays, on aime tant cumuler. Donc moi, je trouve ça bon, puisqu'elle très bien. Je trouve ça très bien. Philippe? Bien sûr, elle a pris sa décision à son âge, j'ai vu qu'elle a des problèmes, mais je voudrais dire que moi je regrette qu'elle parte, mais elle a raison de partir, parce qu'elle prenait son travail au sérieux et qu'au niveau de l'université, j'ai assisté effectivement à des prises de position extrêmement intéressantes et parfois elle a subi des attaques venant de l'île du Nord assez sérieuses. Alors je voudrais signaler cela, que c'est une députée qui a fait son travail et vraiment avec tout son cœur et elle respecte ce qu'elle a dit, ses engagements. Voilà. Mais je la salue. Michel, députée sérieuse, responsable, mais néanmoins qui jette le gant. Je rebondis sur ce qu'a dit Carl sur le non-cumul. Bon, alors je vais ajouter une petite remarque toujours un peu piquante. Elle se rappelle un petit peu qu'elle a été communiste. Ah. C'est une manière de tirer le drap. C'est la préhistoire, ça, non? Non, c'est pas la préhistoire. Non, notre ami Branchi se rappelle d'un proverbe: communiste un jour, communiste toujours. Ah, oui. Non, je l'ai connue notamment à la commission économique du Parti communiste. Elle était assidue. Et nous avons beaucoup travaillé sur notamment des programmes, notamment lorsque Mitterrand est passé au pouvoir, parti au pouvoir, qu'en 1983, nous avions fait des propositions pour la Martinique et je me souviens de son sérieux dans la participation à l'élaboration de ce programme qui nous a donné beaucoup de travail. Voilà. En tout cas, bon, je salue sa décision. Parce que, effectivement, comme l'a dit Béatrice Bellé, il y a un travail. C'est la mode de dire que les politiques ne font rien. Oui. Bon, c'est l'occasion de rappeler que le travail d'un député est un travail effectivement épuisant. Et qui ne se voit pas toujours. Tu vois ? Pour une intervention qu'on passe comme ça de temps à autre, il y a un travail considérable, notamment en commission, d'études de dossiers, de préparation des questions écrites et orales, etc., qui est un travail important. Voilà. En tout cas, Josette Manin, tu es unanimement saluée pour cette décision, même si, effectivement, quelques-uns regretteront ton talent et ton investissement pour la Martinique.
Donc on va passer à un autre sujet, la déclaration d'Emmanuel Macron qui visiblement veut faire passer la retraite à 65 ans. Alors la précision, c'est que c'est une retraite qu'il va, une augmentation de l'âge de la retraite qui va être étalée sur 10 ans avec 4 mois par année, donc une augmentation de 4 mois de travail par année de travail, donc, et ce qui donne 65 ans au bout de 12 ans. Et je souhaitais écouter Carl là-dessus. Quelle opinion as-tu? Est-ce que c'est une... On dit que le Conseil d'orientation des retraites pour l'instant, les caisses ont de l'argent et on ne comprendrait pas les raisons pour lesquelles M. Macron décide cela. Est-ce que c'est une décision qui est électoraliste? Mais c'est surtout une décision que veut l'Union européenne. C'est d'abord ça. Ça fait un moment, parce que il faut quand même se rappeler, il n'y a pas si longtemps de ça, l'Union européenne a dit à la France, ce n'est pas un problème seulement d'équilibre des retraites, de la caisse des sorties d'argent, donc de paiement de retraite et des recettes. C'est que globalement, on veut que le pognon de dingue, pour reprendre l'expression du président Macron, qui est dépensé en France dans le domaine social, Tout à fait. devienne moins dingue, c'est-à-dire qu'on le réduise. C'est ça leur objectif. Tout à fait. Donc, que les caisses de retraite soient excédentaires ou qu'il n'y ait pas d'angoisse particulière à avoir pour le paiement des retraites n'a rien à y voir. Absolument rien. Et il ne fait que prolonger les dispositions qui avaient été arrêtées. Dans la loi Fillon, me semble-t-il, il y avait déjà ce mécanisme, on augmentait l'âge de la retraite de manière périodique jusqu'à... Bon, oui, c'est... On comprend bien ce qui... où on veut en venir, mais je pense que la retraite n'est qu'un des aspects de la politique que M. Macron va sortir de son chapeau. Hein. Il va poursuivre ce qu'il a fait. Et comme aucun président de la République n'a jamais fait plus de 2 mandats, donc, comme on dit en créole, premier saut pas saut, c'est deuxième saut qui saut. Alors, ceux qui veulent subir ce second saut, eh bien, ils doivent savoir ce qu'ils ont à faire. Ceux qui ne veulent pas tomber une seconde fois doivent prendre une autre direction. Philippe, les chiffres disent que les seniors de plus de 60 ans ont des difficultés à rester en activité. Il y a beaucoup de chômeurs de plus de 60 ans. Donc, est-ce que tu trouves que c'est une décision pertinente que Macron prend là? C'était pas mon cas. Hein. Je comptais rester beaucoup plus longtemps. Oui. Non, moi je trouve que c'est une décision, comment dirais-je, une proposition électorale. Et ça tombe bien, ce sera le début de son 2e mandat. Vu le contexte, je crois que les choses vont passer comme une lettre à la poste. Mais bon, je pense effectivement ce que dit Carl est absolument fondé. Mais il y a quand même un problème mathématique, non? Il faut allonger la durée, n'est-ce pas, du travail pour pouvoir faire face à certaines dépenses. Toi, tu dis que non, les caisses sont pleines. Ce n'est pas... Les questions de retraite, si tu permets... Mais je t'en prie, les questions de retraite se voient sur le long terme. Oui, vas-y. Et sur le long terme, c'est vrai que les analyses qui avaient été faites montraient qu'il y avait un léger déficit pendant une période, mais que ce déficit disparaissait, il devait se transformer en excédent assez rapidement. Donc la retraite, ce n'est pas quelque chose qui se pilote sous le court terme, ça se pilote sous le long terme. Bon, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que plus il y a des cotisants, plus les caisses sont pleines. Et comment être cotisant sinon qu'en disant le chômage? Donc, la prudence du Conseil d'orientation des retraites doit mettre la puce à l'oreille, parce que ce n'est pas leur habitude. Lorsqu'il a été question de la retraite, la réforme des retraites, la retraite par points, oui. Le Conseil d'orientation des retraites avait mis tout son poids dans cette bataille-là. Alors si aujourd'hui il dit qu'il ne voit pas très bien pourquoi faire ceci, mener cette politique, bon, eh bien, ça doit être un peu comme une sonnette d'alarme dans la tête
des futurs retraités et des retraités, de manière à ce qu'ils essaient de s'informer un peu plus. Alors c'est une décision qui ne concernera que les personnes nées après 69. Béatrice, donc 1,7 actifs pour un retraité. Est-ce que tu trouves que c'est une raison suffisante pour rallonger l'âge de départ à la retraite? Je rejoins les chroniqueurs qui ont parlé avant moi. Je crois qu'il ne faut pas regarder la chose de façon mathématique. Notre société, une société, est faite pour parvenir en effet à construire un idéal commun, une vie commune qui soit acceptable et digne pour tous. Aujourd'hui, ce que M. Macron sait, c'est que malheureusement, une grande partie des personnes qui, ont des carrières qui sont hachées, les femmes, pour la plupart d'entre elles d'ailleurs, ou des métiers difficiles, il faut rappeler qu'ils ont supprimé 4 critères de pénibilité. Qui permettait justement de pouvoir gagner sur l'âge de la retraite. Ils l'ont supprimé. Aujourd'hui, on dit encore remonter. C'est pas, quand on dit remonter l'âge de la retraite, ça veut dire que c'est l'âge auquel vous devez partir. C'est-à-dire où vous pouvez partir. Quel que soit, vous pouvez partir à cet âge-là. Et si vous partez avant, c'était quand les régimes le permettaient, mais ils vont également supprimer les régimes spéciaux. Donc, je ne sais pas, alors peut-être qu'il y aura des catégories d'actifs comme les policiers ou un certain nombre de métiers qui pourront partir avant, mais le fait est que ça veut dire que c'est à 65 ans que vous pourrez faire valoir vos droits à la retraite. Mais il y a un phénomène qui existe déjà maintenant. Au moment où Sarkozy, en 2010, a voté la réforme des retraites pour faire passer justement de 60 à 62 ans, on a eu aussi le phénomène de décote. Et donc, on a eu aussi le fait d'avoir des retraites à taux plein. Et les personnes qui, à 62 ans, ne pouvaient pas avoir une retraite à taux plein, étaient obligées d'aller jusqu'à 65 ans. Donc, quand vous dites que c'est à 65 ans le nouveau départ à la retraite, ça veut dire que vous fixez la décote, enfin, la retraite à taux plein, même si vous n'avez pas tous les trimestres, pour être sûr d'avoir une retraite à taux plein, vous devez aller jusqu'à 70 ans. La moitié des gens qui sont malades à 70 ans. C'est ça la réalité. Alors, quel est le sens de ce type de réforme ? Quel est le sens ? Et quel est le sens ? Et après, on met, quand on agit logiquement et quand on a une vision globale de l'organisation de la société, on met ça en parallèle, par exemple, avec les sous et le pognon de dingue qui est dépensé dans l'économie. Et là, on dit, messieurs, vous faites justement, vous nourrissez toute cette volonté d'intérêt particulier, parce que de l'autre côté, vous ne demandez pas aux entreprises la contrepartie que vous demandez aux humains. Donc aujourd'hui, vous dites aux gens, pour qu'on puisse vous permettre, dans les 20 prochaines années qui va vous rester, parce que c'est ça au mieux, quand vous partez à 70 ans, au mieux, on le sait, en plus les gens travaillent de plus en plus tard, au mieux il vous reste 20 ans à vivre, 10 ans, dont 5-6 en bonne santé. Donc vous dites aux gens, pour avoir la chance, l'opportunité de vivre ces 10 ans, 15 ans de plus dans la dignité, il faut que vous partiez à 70 ans, et puis, mais vous ne faites aucune contrepartie aux entreprises en matière d'emploi, en matière de conditions de travail. Non, enfin, c'est pas sérieux. Malheureusement, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la presse et tout ça fait la panacée sur le candidat Macron. Allons sur les idées. Et les idées aujourd'hui, je le dis, la plupart de ceux, il faut que les gens le comprennent et l'entendent, la plupart de ceux qui n'auront pas commencé à travailler très tôt, qui n'auront pas cotisé très tôt, qui n'auront pas cotisé pour certains, qui auront des carrières hachées, ce qui est le cas aujourd'hui de beaucoup de personnes, se retrouveront à devoir bosser jusqu'à 70 ans. Et pour moi, cette mesure est annoncée, commencer un début de campagne avec ça. C'est pour ça, tout à l'heure, je t'ai repris sur la question des socialistes qui avaient quitté le navire. Ils n'étaient plus socialistes depuis longtemps. Rebsamen et tout ça, c'est des gens qu'on ne voit plus dans le parti Guigou. On ne les voit plus dans le parti depuis très, très longtemps, et notamment depuis 2017. Ils avaient, de façon très formelle, dit qu'ils appelaient à voter pour Emmanuel Macron. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui se sont perdues dans les idéaux qui étaient ceux de leur parti, et aujourd'hui, on est dans des idéaux ultra-libéraux, c'est plus néolibéraux, là c'est ultra-libéraux, et qui vont mettre à genoux une bonne partie de la classe des travailleurs. Un mot, Carole, et puis je vais passer la parole. Il ne faut pas oublier non plus ce qu'on appelle le taux d'activité. Oui. C'est-à-dire le fait que de plus en plus, des personnes qui arrivent à 50 ans et plus se retrouvent sans emploi. Donc, dire à quelqu'un
que vous allez être retraité à 65 ans ou à 67 ans ou à 70 ans, alors qu'il est dans les possibilités de trouver un emploi. Ça s'appelle une mystification. Ça n'a pas d'autre nom. Parce que ça, ils le savent. Oui. C'est des données qui sont parfaitement connues. Sinon, donc, on les a. Voilà. Très bien. Tout à fait. Non, mais bon, Juste pour... deux mots, oui. deux mots parce que c'est un débat. Sachant que Béatrice a parlé de quelque chose qui est important, 80 milliards d'évasion fiscale, hein, quand même, à propos des entreprises. Alors, ce que je veux simplement dire, c'est deux observations. D'abord, sur le plan de l'arithmétique, néanmoins, si on reste dans l'arithmétique, le moyen de résoudre le problème dit du déficit des caisses de retraite, c'est d'augmenter l'emploi. Tu as parlé de taux d'activité, c'est ça. Bon, c'est-à-dire, autrement dit, de résoudre le problème du chômage de masse dans la plupart des grands pays développés. Bon. Et ce n'est pas seulement l'Union européenne qui propose ce choix, c'est le FMI. Bon. Alors, en contradiction, d'ailleurs, avec un autre organisme qui reste un des rares organismes internationaux qui reste dirigé par des keynésiens ou des marxistes, c'est le Bureau international du travail, le BIT, qui a quand même une vision, disons, sociale de la société. Jusqu'à ce que Mme Pénicaud en prenne la direction si jamais ça se décide. Exactement. Ah, bon. Et qui est Mme Pénicaud? L'ancien ministre du Travail. Ouais. Alors, l'ancien ministre du Travail qui a en grande partie démoli le Code du travail. Bon. Et alors, la deuxième observation, elle est d'ordre philosophique. Ce débat, elle ramène au centre du débat quelle vision on a de la société. Autrement dit, au moment où il faut gagner, il faut diminuer le temps de travail pour créer de l'emploi, il faut utiliser les progrès de la technique, et notamment en matière de productivité dans les pays développés, pour pouvoir libérer l'homme du travail et faire du temps libre. Et au moment où on s'aperçoit qu'à la retraite, il y a toute une série d'actions, d'activités sociales qui sont faites par les retraités. Par exemple, Associatif. éduquer les enfants. Bon. Et associatif, hein, tu peux le dire. Dans les associations. Donc, il y a une autre vision de la société qui est derrière cette vision, je dirais, comptable. Voilà, j'en ai dit pas plus. Très bien. Ouais. Voilà. Et puis, si Oui, tu permets, oui. il faut quand même savoir qu'en Martinique, Oui. 96% des retraités ont 1 000 euros et moins. Oui. Alors, le montant moyen de la retraite, je ne savais pas qu'on avait parlé de ça, je suis tombé dessus récemment, c'est 666 euros. En Martinique? En Martinique. Bon, ce qui veut dire que ces réformes, compte tenu de la situation sociologique de la Martinique, et comme par ailleurs, nous avons un taux de gens qui n'ont pas de cotisation complète, suffisamment complète par rapport à la France. Alors ça s'est amélioré quand même ces dernières années, mais néanmoins, nous avons une situation dans ce niveau-là qui est bien inférieure à celle de la France. Donc ces réformes ont un impact beaucoup plus... j'en avais parlé il y a quelques années. À l'époque, Vergès était toujours vivant et il se proposait même de faire une proposition de loi spécifique pour l'outre-mer. Très bien. Tu vois, parce qu'il y a une situation sociologique et démographique particulière dans les pays d'outre-mer. Et d'ailleurs, ce sont les hommes de plus de 75 ans à la retraite qui, en Martinique, sont le plus dans la précarité, c'est-à-dire ont les revenus les plus faibles. D'accord. Donc voilà, hein, les explications très claires nous permettent de considérer effectivement que cette proposition électoraliste ne va pas nous faire que du bien en Martinique. Statistiques genrées, hein, le 8 mars 2022, c'était le jour des droits de la femme et je souhaitais aussi que nous en disions quelque chose. Alors je vais donner lecture de quelques éléments statistiques, hein, si vous le permettez, de manière à pouvoir cadrer un petit peu les choses. Donc seulement 15% des femmes sont mères. Dans le monde, 70% des pauvres sont du sexe féminin et pourtant, 70% des femmes produisent les richesses et elles ne sont propriétaires que de 10% des outils de production de ces richesses-là. Il y a en moyenne 20% d'écart de revenus entre les hommes et les femmes en France.
il y a 35% de moins concernant les revenus de retraite entre les deux sexes, bien évidemment en défaveur des femmes. Et il y a surtout 4 fois plus de temps partiel du sexe féminin par rapport aux hommes. Donc, je souhaitais qu'on discute un petit peu statistiques genre et en Martinique. N'est-ce que de cette manière qu'on peut se rendre compte de la précarité de la situation des femmes en Martinique, Béatrice ? Oui, je crois qu'en fait, pour en parler, il faut pas être dans l'affect, hein, il faut regarder les choses telles qu'elles existent. Moi, je crois que ce qui est important, au-delà des statistiques, c'est intéressant, et j'ai vu que le préfet avait fait une très belle journée où ils ont dressé un panorama plutôt complet, mais la vraie question, c'est quoi quelles sont les solutions ? Bon, il y a femme jog pas ou mal femme pas qu'à payer facti. Hein. Bon, alors c'est bien gentil de dire tout ça, bien gentil de dire 15% par là, moins par-ci. Mais quelles sont aujourd'hui les politiques publiques qui sont proposées pour lutter contre cette précarité, parce qu'en l'occurrence, ce qui a été mis en exergue, c'est la grande précarité des femmes, qui est due à ce que je disais tout à l'heure, au fait que, par exemple, les femmes sont celles, en effet, qui ont des emplois avec des CDD, qui ont des carrières très hachées, et qui ont un service public qui ne se met pas face à une réalité. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a 43%, je crois, quelque chose comme ça, de foyers monoparentaux, dont 38% sont des foyers monoparentaux de femmes. Bon, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez pas d'économie d'échelle lorsque vous avez des achats à faire. C'est pas les moyens du mari et de la femme qui sont mis ensemble. Et ça veut dire aussi que la société doit s'adapter à une réalité. En tout cas, notre société martiniquaise doit comprendre que 50% des enfants naissent dans un foyer monoparental. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on arrive à agir sur le quotidien de ces familles, de sorte à ce que la femme qui veut travailler jusqu'à 18h puisse avoir une solution de garde, puisse avoir en effet un guichet où elle va comprendre, elle va savoir, parce que il faut le dire, 60% malgré tout des revenus des personnes les plus précaires en Martinique, 60% de leurs revenus sont des revenus d'activité. Donc les gens ne vivent pas en Martinique, pour la majeure partie d'entre eux, ne vivent pas d'allocations. Ils veulent travailler. Ils veulent travailler. Mais le problème, c'est que nous avons des difficultés de mobilité. Donc l'obligation, quand on est tout seul et qu'on a des enfants, l'obligation d'acheter une voiture, c'est un coût important. On l'a déjà dit, ce que ça peut représenter en Martinique. Et là, avec l'augmentation des prix de l'énergie, ça va devenir encore plus infernal. Donc moi, ce sur quoi il me semble important que les pouvoirs publics travaillent, c'est sur le constat étant dressé. Voilà les solutions qui vont s'adapter, et non pas l'inverse. Voilà les solutions qui vont s'adapter à la réalité de notre société martiniquaise. Et ça, lors de cette journée organisée par la préfecture, les solutions me semblaient insuffisantes. Alors c'était une journée co-organisée par la préfecture et par la CTM, et donc j'ai eu l'honneur d'être présent avec le président Letimi et le préfet. Il y a pas mal de choses qui ont été quand même annoncées. Je vais vous donner la parole, mais faire quand même une petite précision. Karl, veux-tu ajouter quelque chose ? Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que Béatrice Bellé vient de dire. Je voudrais faire un focus particulier, vraiment particulier, sur toutes ces femmes qui interviennent dans le domaine du service à la personne. Parce que s'il y a un secteur dans lequel, à mon avis, il y a vraiment des problèmes graves, une précarité, une souffrance au travail, c'est bien celui-là. Et j'ai un peu le sentiment, mais peut-être que je me trompe. Hein. Si je me trompe, je veux bien me tromper. J'espère d'ailleurs me tromper. Je souhaite me tromper, mais je ne suis pas sûr. J'ai un peu l'impression qu'on s'en fout. En tout cas, ça n'est pas pris en compte. Parce que, notamment, la politique de la collectivité territoriale, mais avant elle, le Conseil général, c'est le métier à domicile. Très bien. Très bien. Ça coûte moins cher, on ne peut pas faire des EHPAD à chaque mois d'oubli. Ça, j'en entends. Le problème, c'est que quand on donne à quelqu'un 30 heures, 40 heures payé au SMIC... Moins que le SMIC, en plus. Bon, payé au SMIC, ça fait quoi 300, 400 euros, 500 euros, et après. Et c'est quasiment... Enfin, je pense... Il n'y a que des femmes qui font ça. Et on demande aux gens de se déplacer du domicile d'une personne à une autre personne. Ce temps de déplacement n'est pas pris en compte sur le temps de travail, n'est pas considéré comme du temps de travail, et il n'est pas défrayé, c'est-à-dire les frais
l'essence, l'amortissement de la voiture, puisque la personne, il faut bien qu'elle ait un moyen de locomotion. C'est pas pris en compte. Je ne connais pas d'endroit où ça se... Enfin, dans d'autres professions, ça ne passe pas comme ça. Or, c'est un secteur dans lequel, s'il n'y a pas l'allocation personnalisée d'autonomie, c'est-à-dire des fonds publics, rien ne se passe. Là, nous avons dit tout à l'heure que le montant moyen des retraites, c'est 600 et quelques euros, que 96% des gens ont moins de 1 000 euros. Donc, ils ont besoin de la part, forcément. Donc, il y a un instrument. Alors, il se trouve que, pour dédouaner, pour ne pas accuser gratuitement le Conseil général hier à la CTM aujourd'hui, c'est vrai, mais il faut le dire, que le montant transféré au titre de l'APA à la collectivité est notoirement au-dessous des dépenses. L'APA, l'aide aux personnes âgées. Voilà, l'aide aux personnes Donc, âgées. ça a été quand même revalorisé Alors oui, mais... ces dernières années. Hein, bon. La collectivité territoriale de Martinique, déjà sous la précédente mandature, a augmenté de 30% le taux de prise en charge à l'heure, Oui. et je crois que ça a été augmenté récemment encore. Très bien. Mais l'État n'a pas transféré plus de fonds pour autant. Il y a un rapport parlementaire sur ça, dont j'oublie le nom, mais il y a un autre rapport plus récent, fait par François Ruffin et Bruno Bonnel, un nom comme ça, ou Borel, deux parlementaires, l'un de la France Insoumise, l'autre de la République En Marche, sur les métiers du lien. Alors, nous avons une population qui vieillit, ces métiers du lien, c'est à la fois d'abord un gisement d'emploi, à condition que ce soit des vrais emplois. Tout à fait. Or, il y a là un chantier, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que les gens, ils sont seuls vis-à-vis de personnes qui sont l'employeur, mais qui sont totalement démunis. Les gens ne sont pas les bénéficiaires, celui qui bénéficie de la part. Comment voulez-vous ça lui échappe complètement. On lui donne temps, il donne temps, point. Oui, oui. Philippe, concernant donc le manque d'engagement de l'État par rapport à cette problématique, notamment donc de la pénibilité de la tâche des femmes dans le domaine social. Je ne peux que souscrire à ce qui vient d'être dit. Vous l'avez envisagé de façon mathématique et très précise. Oui, effectivement, là, il y a des efforts considérables à faire. Mais l'expression qui a été employée, statistique genrée, m'a fait penser à bien d'autres choses. C'est-à-dire le concept du genre. Je me sors des mathématiques, je ne suis pas un économiste. Et ça me fait penser à l'évolution de la société à partir de cela. Pour faire, je ne vais pas insister puisque le débat n'est pas là. Vous êtes entre mathématiciens et économistes, je ne le suis pas. Mais c'est le concept du genre et l'évolution de la société. Ok. Alors, pour commencer, il est évident que la femme qui a des enfants, elle en fait plusieurs, elle en a un, elle en a deux, elle en a trois. Et j'ai l'exemple précis, n'est-ce pas, où l'enfant est un instrument de rapport. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la famille, il n'est pas entouré. C'est l'aspect sociologique que j'abordais. Et j'ai autour de moi des jeunes qui sont complètement abandonnés, complètement perdus. Et il faut envisager le problème sous cet aspect-là, car je pense qu'il est important. Okay, et bon, et puis il y a l'évolution de la société, si vous voulez. Il y avait quelque chose qui, non, je ne vais pas en parler maintenant, c'est la possibilité dans certaines législations de changer de sexe. C'est-à-dire, oui, ce serait un sujet extrêmement important à aborder, si vous voulez. C'est le problème du sexe, si vous voulez. Il y a la fameuse formule, la femme ne naît pas femme, elle devient femme. Oui. Et c'est le concept du genre par rapport au sexe, ok ? Et les transgenres. Et vous avez une évolution de la société qui est frémissante. Bon, c'est cet aspect qui m'a fait rêver, mais surtout, vous avez dit. Mais moi, je pense que c'est un problème qu'il ne faut pas examiner uniquement sous l'angle économique et sous l'angle mathématique. Vous avez un problème social extrêmement grave qui se pose à ce niveau-là. Effectivement, il faut les aider, mais il faut concevoir que la famille, n'est-ce pas, elle est réduite, que la malheureuse femme, elle a plusieurs enfants, elle est seule,
elle a un boulot et on aboutit au résultat que vous avez des jeunes qui ne sont pas entourés, qui ne seront pas encadrés et qui seront laissés. Tout à fait. Tout à fait. Alors le discours de l'émir de Serge Chimi, juste après le préfet, il a été très profond dans la mesure où il a parlé du fait que la femme c'était le poteau mi-temps et pourtant, malgré cette considération et cette reconnaissance de son rôle important dans notre société, eh bien, elle était tout de même dans une situation précaire incroyable. Michel Blanchy. Non, mais Je pourrais réagir quand même Attends, sur cette tu- histoire je- de poteau mi-temps après, hein, Oui, après toi. oui. oui, non, je ne vais pas être très long. Je vais prendre les choses de manière générale. Dans une société que je ne vais pas nommer, qui est fondée sur les inégalités, les inégalités de revenus, les inégalités de conditions, les inégalités de chance, il est certain, et puis en plus avec le passé colonial, esclavagiste que nous avons, l'histoire, que la femme soit particulièrement discriminée notamment en matière de précarité. Mais ceci dit, la précarité, c'est une des caractéristiques de la société martiniquaise. Hein. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Oui, tout à fait. Le chômage élevé, 2 fois plus qu'en France, c'est une particularité martiniquaise aussi. Hein. Bon, alors, il est un peu plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Bon, ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que il faut à la fois des politiques volontaristes pour à la fois changer les comportements, les attitudes, et y compris aussi l'aspect, excuse-moi, mais l'aspect revenu, l'aspect économique. Bon, en particulier pour relever les niveaux de revenus de ces métiers dont on parle, là, des métiers d'aide à la personne. Bon, mais en même temps, je crois qu'il nous faut agir sur l'égalité des chances. Parce que l'un des leviers, alors les femmes ont conquis, alors il y aura même des progrès. Par exemple, le nombre de femmes cadres a augmenté en Martinique. Bon. Dans certains métiers, notamment dans la fonction publique, il subsiste encore des différences de salaire, mais des différences qui sont liées au métier. Bon, alors il faut agir. Attends, tu peux mettre. Il faut agir. Pourquoi certaines fonctions ne sont pas occupées? Bon. Théoriquement, dans la fonction publique, il y a l'égalité. Bon. Théoriquement, je dis bien théoriquement. Bon. Mais il faut agir sur les freins qu'il y a au sein de la fonction publique pour pouvoir passer les concours, notamment, et acquérir certaines positions. Bien. Autrement dit, il faut à la fois une politique de lever des obstacles, mais une politique volontariste. Bon. Et enfin, il y a des actions, les féministes ne me contrediront pas, il y a des actions qui sont des actions sur les comportements, sur les attitudes. Alors c'est ça le plus difficile, parce que en 1917, un des premiers articles de la Révolution russe, ça a été de décréter l'égalité des hommes et des femmes. Lénine a fait inscrire ça dans la première constitution bolchevique. Et puis on s'est rendu compte, et pareil à Cuba, et on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas, en particulier d'un pays comme Cuba, avec tradition très ancienne machiste, il a fallu prendre des mesures. Par exemple, nous avons reçu ici une députée cubaine, il y a quelques années, 2-3 ans, que dans la constitution cubaine, ils ont été obligés d'aller plus loin et à la fois pour les Noirs et pour les femmes, d'introduire des quotas, notamment au niveau de la représentation politique. C'est-à-dire que dans l'Assemblée nationale cubaine, il y a X pourcentage obligatoirement de femmes. Bon, autrement dit, ce que je veux dire, ça illustre l'idée d'une politique volontariste. Très bien.
Béatrice, concernant Potomitan, donc tu voulais réagir? Oui, parce que justement, précisément, c'est ce que aujourd'hui nous disons, en tout cas le courant féministe au nom duquel je parle, c'est pas un courant féministe contre les hommes, c'est un courant féministe pour les femmes, pour l'obtention de plus d'égalité. Et ce que l'on dit, c'est que répéter inlassablement dans cette société martiniquaise que la femme c'est le potomitan, que femme c'est châtaigne, que femme c'est malfemme, que c'est ceci, que c'est cela, c'est donner à la femme une destinée sacrificielle. En gros, on peut faire toutes les crasses à la femme martiniquaise, on peut la priver de toute égalité, elle va s'en remettre, ça suffit. Et c'est pour ça que je dis, et je rejoins, dans mon propos initial d'ailleurs je le disais, et je rejoins le professeur Philippe, non. Je peux te dire Philippe ou tu peux faire Monsieur Saint-Cyr. Il y a aujourd'hui le devoir, qu'il soit de l'État ou de la collectivité territoriale, c'est pas de répéter que la femme survit, c'est de trouver des solutions pour que elle et ses enfants, puisqu'on sait qu'un enfant sur 2 vit dans un foyer monoparental, puisse vivre mieux. On n'en a rien à faire des constats perpétuels, des mathématiques. C'est bien, mais aujourd'hui, il faut des solutions. Et les solutions, ce n'est pas de nous dire inlassablement que la femme martiniquaise est un potomitan. Et d'ailleurs, je vais dire que c'est un piège tellement gros que c'est un piège hérité de notre période esclavagiste. Et on va en reparler à l'occasion, mais cette idée de cette femme qui est au service tant de l'homme, de son ethnie, que du maître, a fait d'elle en effet quelque chose de finalement relativement stable, là où il y avait beaucoup d'incertitudes autour. Alors, je voulais donc préciser des choses, merci pour ton intervention, mais il y a des précisions quand même que je voulais apporter, puisque j'étais donc à cette conférence. Le premier constat, c'est que les élèves filles sont meilleurs que les garçons. Incontestablement, aujourd'hui, le constat est clair. Ensuite, il y a une sociologue dont le nom m'échappe, qui a parlé de désaffiliation de plusieurs natures par rapport aux femmes, donc désaffiliation affective, parce que la femme était davantage sollicitée comme maman, comme amoureuse, et donc elle se sacrifiait, comme tu disais, par rapport à ça. Désaffiliation organique, parce qu'elle était plus souvent au chômage, et puis désaffiliation citoyenne, parce qu'occupée, eh bien, elle avait moins le temps de s'intégrer donc à l'activité politique. Seulement 16% ou 15% de femmes maires en Martinique. Mais ce que je voulais quand même préciser, c'est que la CTM, à travers le propos du président, veut être en capacité d'établir un maillage d'aide autour donc, de la condition féminine avec le Centre départemental de ressources d'accompagnement, le fameux Sandra, à travers l'Union des femmes martiniquaises, à travers l'Association départementale d'aide aux victimes de la Martinique, à travers l'association Club Égalité, dont la présidente, le nom m'échappe. Culture Égalité. Culture Égalité, merci. Voilà, Madame, non, mais enfin, Madame Arnaud. Mais de toute façon, en gros, ce qu'on a déjà dit, c'est que le meilleur moyen aujourd'hui d'agir sur le terrain, notamment, et sur certaines questions féministes, c'est déjà de faire confiance aux associations qui sont sur le terrain. Absolument. Bon, ça a été dit et redit, donc c'est une bonne chose, en tout cas, que ces associations soient supportées. Et elles étaient là, et donc... Oui, mais je sais aussi qu'elles ont dit que c'est bien gentil les statistiques, mais qu'il faut du résultat. Tout à fait. Et qu'on en est au énième, et que l'année prochaine, on nous fera encore le coup de la fête des femmes, et de blablabla, et on va refaire des diagnostics, et on va avoir toujours 30% de pauvreté en Martinique, 42% de foyers monoparentaux, une plus grande précarité chez les femmes. Moi, je dis, aujourd'hui, il est temps de passer des statistiques aux politiques publiques. À l'action. Et à leur évaluation. Et donc, l'action, elle sera, avec les services de la CTM, en tout cas, elle sera déployée. On va d'ici on compte sur toi, du coup? Oui, on va mesurer les écarts de manière à voir si un petit peu les statistiques ont été améliorées. Alors, comme le temps passe et que nous avons à aborder encore 2 sujets, oui. Juste un mot, c'est pour ne pas oublier ce que Philippe a dit il y a 2 minutes. Il y a vraiment à se préoccuper des familles monoparentales et pas que, parce que et on sait quand ça dérape dès l'école primaire. Oui. En réalité, on le sait. Oui, bien sûr. On le sait quand on interroge les enseignants qui ont ces enfants, ils savent
dès l'école primaire, quand le milieu familial, quand il y a un problème. Alors, Donc ça veut dire, et si on attend sur le gouvernement français pour ce problème-là, je pense que nous pouvons, on peut planter un arbre et attendre qu'il pousse à l'envers. oui. À l'envers. Donc, À l'envers, oui, à l'envers. Donc le- c'est vraiment, il y a peut-être, enfin moi je pense qu'il y a des politiques publiques à imaginer qui nous sont spécifiques. Eh bien, de ces politiques-là, il y aurait peut-être à changer. Alors, une proche qui travaille dans la psychiatrie m'a dit qu'une famille monoparentale, ça n'existe pas trop. Ce sont des parents isolés. Parce qu'un enfant, c'est le produit d'un papa et d'une maman, et que la désignation de la famille monoparentale, c'est aussi assigner cet enfant à une destinée qui n'est peut-être pas la sienne, parce que le parent isolé est peut-être plus précis. Mais enfin, Oui, mais le fait est, alors, puisqu'on parlait de la Oui, oui, Martinique, oui. oui, juste 30 secondes. La réalité, en fait, martiniquaise, qui est une réalité caribéenne, en fait, qui se retrouve, il y a des personnes qui font des études sociologiques très intéressantes sur ce domaine-là, et notamment Nadia Chonville, qui pourrait nous faire un énoncé beaucoup plus précis que moi. Mais la réalité, c'est que la société caribéenne, c'est un héritage, hein, mais ressemble un peu, quoi qu'il en soit, à la société martiniquaise. La femme n'est pas obligatoirement isolée, elle n'est pas obligatoirement seule. Il y a des personnes qui passent dans sa vie, ou pas, enfin, en iche tout seul. Hein. Non, tout à fait. Donc, le problème aujourd'hui, quand je parle de services publics qui s'adaptent à des réalités, qui s'adaptent peut-être à des réalités des 2 papas ou des 3 papas. Bon, c'est vrai. Et C'est peut-être qu'il y en a un qui paye, qui va chercher les enfants, parce que l'école, ça finit à 15h. Il y a peut-être un papa parmi les 3 qui, lui, est chargé d'aller chercher les enfants. Peut-être un qui va ramener... Mais c'est vrai, qui va ramener les 3 paires de baskets, même à l'enfant qui n'est pas le sien. D'accord. Mais parce que la réalité, évidemment... Sans faire de polygamie. Mais- là. C'est la division du la non, polyandrie, la La polyandrie. division. Non, mais tu as raison. Mais non, mais il faut pas qu'on se voile la face. Oui, oui, oui. Alors, un homme qui laisse une femme avec un gamin, Oui. il se dit, et qui ne lui paye pas de pension, et là, d'ailleurs, au cours de cette journée-là, de la journée des femmes, il a été dit que maintenant, il y avait des dispositifs pour aller chercher les pensions, parce que c'est pour ça que je parle de cette dimension sacrificielle. Non, la femme n'est pas un potomitan, il faut qu'elle soit aidée, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des vies, parce qu'il y a un devenir à organiser, et que la société doit pouvoir porter ces enfants-là, les accompagner également. Donc tout ça Parce pour qu'on- dire... on forme la société Tout à de fait. demain. Hein. Les enfants d'aujourd'hui, C'est ce sont les les adultes adultes de de demain. demain, Donc il ne faudra absolument. pas s'étonner demain si la situation se dégrade. En Mais elle se- disant, elle se dégrade non, déjà. Elle se dégrade déjà, mais ça peut aller. elle se dégrade ça peut, déjà, ça peut s'empirer. Non, oui. Ça peut empirer. Et le fameux potomitan, je dis juste ça parce que c'est une conversation que j'ai eue. Moi, j'ai fait une conférence devant une association féminine. Il y avait des hommes hein, et tout ça, mais ce qui m'a invité le mars, le Inner Wheel, voilà, Club Service. Et en des l'occurrence, que de femmes. Mais il y avait des hommes. Et en l'occurrence, il y a une psychologue qui est venue me dire, vous savez, va falloir qu'on en discute, mais le fameux concept justement de cette femme forte, eh ben, fait que nous avons aujourd'hui une hyper-violence du côté d'une génération de 12 à 17 ans. De gamines qui sont des ayatollahs. Tout à fait exact. Bon, donc il faut faire attention à ce que l'on développe dans le verbal et dans ce que l'on va créer d'un imaginaire, d'une espèce de surpuissance, alors qu'on est surtout dans l'égalité. Voilà. Bon. Donc, juste un petit mot concernant les 193 millions d'euros qui ont été injectés par l'Agence française de développement pour l'économie martiniquaise. Mais vraiment un mot pour qu'on s'accorde un petit temps sur le sujet Un mot suivant. Oui, un petit mot, oui. Alors, l'Agence française de développement, il y a 6 mois, a fait un excellent rapport sur la situation des communes martiniquaises, dont il ressort, à mon avis, 2 résultats. C'est que ces dernières années, les communes martiniquaises ont subi une baisse des dotations de Drastique. l'État. Bon. Et que d'autre part, elles ont leur capacité d'autofinancement a diminué, et que par conséquent, ça a diminué également leur capacité d'emprunt. Alors, c'est bien de venir au secours des communes martiniquaises, mais les millions d'euros dans cette question, c'est surtout des prêts, hein. C'est pas des dons. Hein. Oui, oui, oui. Oui, Bon, donc autrement dit, après avoir asséché les communes, on vient leur venir au secours. Et donc, elles vont emprunter, bon, et elles vont donc être obligées de rembourser. Voilà. C'est ça. tout. Voilà. C'est l'observation que je voulais faire. Mais le problème de fond, c'est que
elles ont dû, pour survivre, augmenter assez fortement la fiscalité. Oui. Hein? Bon, je vous invite à lire cette étude de l'AFD. Elle date d'il y a 6 mois sur le site de l'AFD. Par conséquent, il faut mettre en relation les deux informations. D'accord. Un petit mot sur les 16 millions d'euros pour renouveler la flotte de pêche en Martinique, quand on sait qu'il y a à peu près 600 pêcheurs, alors qu'il y a 7 ans, il y en avait à peu près 1200. On a divisé le nombre de pêcheurs par 2 et donc 16 millions d'euros. C'est exactement, pour moi, c'est la même chose que l'AFD. On ne doit pas seulement parler de sous, on doit parler de vision. 192 millions d'euros pour faire quoi? Alors, ils ont parlé développement durable et tout ça, mais il faut avoir une vision. Vous allez donner à une commune qui va faire un truc, à une autre qui va faire un autre truc, mais il faut un moment pour les visions. Mais bien sûr, en matière d'aménagement du territoire, en matière de développement durable, en matière de développement de filières, il y a un moment où il faut avoir une vision. Sur la pêche, alors, on entend c'est pas assez, c'est pas... Bon, bah, faudrait qu'on dise combien il faut, parce que moi, j'entends tout le monde dire c'est pas assez, mais il faut avoir une vision aussi. Aujourd'hui, on a une vraie pêche artisanale, avec des personnes qui n'ont pas envie d'avoir des gros bateaux et qui n'ont pas envie de partir 4 jours en mer, qui partent le matin et qui ont vocation à revenir le soir. Alors la réalité aujourd'hui, en tout cas dans moi, tous les projets que j'ai lus, c'est qu'il faut, à côté de notre pêche traditionnelle qui est en plus impactée par le taux de contamination des littoraux, à la chlordécone, dont on nous dit que c'est situé dans le nord, comme si vous savez, il y a un panneau et puis il y a marqué interdit à tel truc. Donc on sait aussi que la qualité de la pêche côtière n'est pas extrêmement bonne. Heureusement qu'on ne la contrôle pas trop. Mais la réalité, c'est que peut-être que 16 millions pour diversifier, non pas pour renouveler, mais pour diversifier la flotte, c'est un premier bon pas. Parce qu'il n'y a pas non plus énormément de nos pêcheurs qui ont des rôles et qui ont en plus des permis qui les autorisent à aller au-delà d'une certaine distance des côtes. Donc la plupart ont des permis côtiers. Il faut des permis hauturiers après pour aller beaucoup plus loin et pour avoir des flottes beaucoup plus costauds. Moi, je pense qu'il faut prendre, mais il faut surtout qu'on finisse par nous dire que veut-on faire de la pêche martiniquaise. Sachant que sachant que le poisson pêché, il est totalement consommé en Martinique et qu'on ne couvre que 20 à 25% de la consommation, enfin de la production de pêche. Bon, les constats sont déjà faits quand même. On sait très bien que pour pouvoir couvrir la consommation martiniquaise, il ne faut pas se contenter de la pêche côtière, il faut quand même aller plus loin. Mais pourquoi on est arrivé là? Mais ça fait 30 ans que l'Europe nous bride. C'est qu'on nous a appliqué les interdictions, les limitations qu'on appliquait à la France, à l'Espagne, à la Grande-Bretagne. Parce que les côtes européennes étaient surpêchées. Bon, par conséquent, on a oublié que nous, à côté, il y a le plateau continental guyanais. Bon, et ce n'est que... Alors, comme je disais, c'est un premier pas. Enfin, on comprend qu'il faut augmenter la capacité, le tonnage, et la dimension, d'ailleurs, si vous regardez la décision, elle est tranchée. De telle dimension à telle dimension, c'est tant, de telle dimension à telle dimension, c'est tant, etc. Bon. Et enfin, moi, pendant la mandature, la dernière mandature à la CDM, il a fallu se battre avec les autorités européennes, avec le Parlement européen, etc. Enfin, pour faire admettre, en fait, la pêche traditionnelle. Ça a été un parcours du combattant. Alors, ce que vient d'annoncer là, c'est l'aboutissement d'une démarche, d'une lutte. Et ben, c'est un communiqué, d'ailleurs, d'après ce que je crois, peut-être le dernier communiqué de M. Lecornu. Non, il continue. Il continue. Il sort pas de. Il va faire la campagne. Enfin. Mais il reste à sa fonction. Il reste à sa fonction. Bon, je me suis trompé. Je croyais qu'il allait. En tout cas, c'est le dernier. C'est un communiqué du ministère de l'Outre-mer qui met un point final à cette affaire. Carl Paul le précisait tout à l'heure que c'était une aide, c'était qu'un pourcentage pour l'acquisition d'un bateau. Oui, ça ne couvre pas l'intégralité de l'acquisition de l'embarcation. Voilà. Et les marins-pêcheurs sont rarement des gens très argentés. Alors, comment vont-ils financer la DPIS, et puis la CTM. Bon, il va falloir être un peu imaginatif. Je pense qu'il y a sans doute des solutions qui existent, mais c'est vrai qu'il ne suffit pas d'annoncer des montants, c'est très bien,
ça ne règle pas forcément l'intégralité des problèmes. Faut voir, et puis il faut que ça aille quand même assez vite aussi. Oui. Hein, il ne faut pas que Mais que les gens aient le temps de disparaître. entre autres. Bon, alors, encore, la fameuse école de Trinité a quand même changé de statut. Et en fait, bon, ce qu'on essaie de faire, et puis en plus, elle a un statut caribéen. Bon, on essaie quand même de susciter plus de vocations parmi les jeunes et plus d'attractivité, c'est le terme exact, plus d'attractivité pour ce métier. Bon. Et puis c'est surtout aussi dans les capitainnats, enfin dans les diplômes obtenus, il y a le capitaine 3000, capitaine 4000, 5000 qui sont qu'on a la possibilité d'obtenir à l'école de pêche. Alors je me trompe peut-être sur les termes, hein, mais je sais qu'il y a des formations de haut niveau qui permettent d'ailleurs à des personnes de partir, peut-être même sur d'autres types d'embarcations, plus loin, même sur des bateaux de croisière ou des choses comme ça. Philippe, quand on sait qu'un kilo de thon, c'est à peu près 12 € en Martinique, alors qu'en France, c'est 35 €, c'est pas une opportunité quand même. Oui. Le kilo de thon que tu achètes à Bellefontaine, Oui. avec un gars qui le coupe avec un coutelas. Oui. C'est un autre type de problème, ça. Mais je partage totalement l'avis et les commentaires de bébé Béatrice. Effectivement, c'est Césaire qui disait que si nous voulons survivre, nous sommes condamnés à être des génies. Je veux dire par là que nous devons inventer, imaginer, n'est-ce pas, des projets, imaginer des solutions qui soient adaptées à notre réalité. C'est vrai, reprendre des statistiques, balancer des chiffres comme ça, c'est une chose, mais encore faut-il avoir une vision globale et savoir comment nous nous développons. Et moi, je trouve véritablement, en tant que Martiniquais, que ça nous manque énormément actuellement. Très bien. Et bien voilà, donc nous allons arriver à la question fil rouge de notre émission. On va un petit peu parler de la situation de l'Ukraine. C'est une situation que nous essayons d'analyser pour vous donner un éclaircissement vu d'ici, vu de la Martinique. Et donc, Béatrice, est-ce que tu souhaiterais t'exprimer sur les derniers développements de la guerre en Ukraine? Je vais faire des commentaires, mais je sais que Karl a beaucoup travaillé, il a dit ces derniers temps, donc laissons-le s'exprimer. Beaucoup de travail, c'est beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de dire. Non, je suis tombé tout à fait par hasard, vraiment par hasard, sur une déclaration d'un individu qui s'appelle Pietro Poroshenko, qui a été le président de l'Ukraine après. Tu as dit un individu. C'est un mania du chocolat, un oligarque, qui fait sa fortune dans le chocolat. Très bien, c'est sympathique, hein, la confiserie. Au cadre, du point de vue de la période, on est en 2014. 2014. Alors voilà ce que... Alors, j'ai la vidéo, je l'ai remise à Zouk TV, pour qu'on ne dise pas que c'est moi qui ai inventé, parce que je ne parle pas l'ukrainien, naturellement, pas plus que le russe. Donc, j'ai la traduction. Alors voilà ce qu'il dit. Nous aurons du travail et eux, non. Nous aurons les retraites et eux, non. Nous aurons les avantages pour les retraités et les enfants et eux, non. Nos enfants iront à l'école et à la garderie. Leurs enfants resteront dans les caves parce qu'ils ne savent rien faire. Et c'est comme ça, précisément comme ça. Est-ce que tu peux préciser de quel temps c'était Pietro Poroshenko? Poroshenko, c'est le président de l'Ukraine. Oui. Moi, je ne l'ai pas porté au baptême, je ne sais pas de quel temps il est. Ce que je sais, c'est qu'il a été élu après ce qu'on a appelé l'Euromaïdan. C'est-à-dire le fait que le président il y a une sorte de putsch, de coup d'État, enfin, Yanukovych, il est parti en Russie, et donc c'est lui qui a été élu. Et de qui parle-t-il, les eux? Alors précisément. Voilà. Alors eux, c'est qui? Moi, j'écoute, c'était des insurgés, des terroristes. Je me suis demandé si c'était pas Ben Laden. Bon, mais non. Il s'agit de sa propre population se situant dans l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire dans la région du Donbass. Et quand j'ai dit, c'est pas possible, j'en suis tombé. Et je me suis dit, mais ce qui se passe aujourd'hui a des racines qui sont bien antérieures.
Parce qu'on a l'air de faire comme s'il y a quelque chose de soudain. C'est pas si soudain que ça. Et donc, une question en amenait une autre. Je suis redescendu plus bas sur les événements de 2004, puisqu'il y a eu la fameuse révolution orange, qui avait été en grande partie financée par George Soros et puis des organisations américaines, et qui avait promu une dénommée Yulia Tymoshenko comme première ministre. Bon, puis ça a un peu disparu, elle a eu un certain nombre de casseroles, et donc elle a disparu dans... La dame à la coiffure en particulier. Exactement. Oui. Au Belnat. Voilà, Belnat. Bon. Franchement, alors, je continue à dire, hein, personnellement, je suis contre les guerres. Parce que la guerre n'amène que la misère, la désolation et la destruction. Je n'ai jamais vu les guerres amener le bonheur. Alors, s'il y a quelqu'un qui connaît des guerres heureuses, j'en suis heureux pour lui. Mais ça relève de l'imagination. Mais Poutine n'est pas fou, c'est ce que tu es en train de me dire. Je n'en sais rien, je n'ai pas psychiatre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une guerre qui se déroule en Europe. On dit, j'entends dire que depuis 1945, c'est la première fois que ça se passe. Pas du tout. En Serbie, il y avait une guerre. La Serbie, c'est une partie de l'ex-Yougoslavie, c'était en Europe aussi. Et j'ai cherché quels étaient les dégâts dans ce pays. Il y a eu 10 000 sorties aériennes, 14 000 bombes, et plus de 10 000 morts parmi les troupes militaires. De la part de l'OTAN. De la part de l'OTAN. Bon, sans compter les civils qui ont été tués, les destructions, des bus qui ont été mitraillés, des ponts. Il n'y avait plus qu'un seul pont sur le Danube, puisque le Danube passe en Serbie. Et c'est une guerre qui n'a pas été déclarée, pas de déclaration de guerre, qui a été décidée par l'OTAN, tous les pays occidentaux, la France compris. Avec l'aval de l'ONU, j'imagine. Non, l'ONU n'a pas été. Alors, les Serbes, ce sont des Slaves, et j'imagine, un peu rétrospectivement, que sans doute les Russes à l'époque, dont la voix comptait pour du beurre, n'ont pas dû être très satisfaits. J'ai observé qu'il y avait une manif à la capitale serbe qui soutenait Poutine. Bon. Donc il y a un problème, et j'ai encore plus loin pour comprendre d'où vient l'Ukraine, comment ce pays apparaît à la face du monde. Alors c'est des comptes de l'Empire austro-hongrois, il faut remonter au début du XXe siècle, avec des apports de population. L'Ukraine, le territoire de l'Ukraine est un territoire qui pendant longtemps était pour partie sous domination polonaise. Il y a des Lituaniens, il y a des Finlandais. À la fin de la Première Guerre mondiale, la jeune révolution bolchevique venait en 1917, octobre 17, la fin de la guerre c'est 1918. Ils ont signé un traité de paix, le traité de Brest-Litovsk. Oui. Ce traité a été, les bolcheviks, Lénine, qui était donc un peu le chef de la révolution, a été mis en minorité dans son propre mouvement. Il voulait qu'on signe le traité. Trotsky, Boukharine, un certain nombre de dirigeants ne voulaient pas. Trotsky disait ni guerre ni paix. Lénine, lui, sans doute plus pragmatique que les autres, considérait que la poursuite de la guerre menaçait la Russie. Et il a fini par convaincre ses camarades, enfin, la direction bolchevique, et on a donné l'ordre à Trotsky de faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire de signer. Ils ont perdu 822 000 km² de territoire, qui était un territoire russe, dont l'Ukraine, dont la Finlande, dont les États baltes, enfin bon. Donc, comparaison n'est pas raison. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec la guerre. Non. Moi, je suis contre les guerres. C'est très simple. Mais je suis contre toutes les guerres. Je n'ai pas une vision, comment dire... romantique parfois. Non, ni romantique. Géométrique Voilà, la géométrie variable. Merci. Voire ethnie variable. Voilà. Et il n'y a pas de réfugiés parce qu'ils sont ukrainiens qui sont les bienvenus. Et des migrants. Et puis, il n'y a pas les autres qui, parce qu'ils viennent d'Afrique ou du Maghreb, qui sont les indésirables. Les migrants. Les migrants, oui, voilà. Les migrants de M. Zemmour. M. Zemmour dit, Voilà. M. Zemmour et Mme Le Pen sont pour accueillir des Ukrainiens
Mais ils ne sont pas pour accueillir des nègres et des arabes. Alors, il y a d'ailleurs il y a une Donc- sortie. Oui, juste pour dire que, pour terminer, dans le discours sur le colonialisme, Césaire a fait un sort déjà à ce type D'humanisme bourgeois. d'humanisme Cette vision, ouais. bourgeois qui Tout à est hypocrite, qui est partiel, je reprends ces mots, qui est partial et qui est, je reprends ces termes, sordidement raciste. Partiel et partielaire. Voilà. Merci de mémoire. Bon. Donc, moi, ce que Césaire. je pense, c'est que de toute façon, alors bon, j'entends beaucoup de choses. Manifestement, il y a des va-t-en-guerre. Franchement, quand j'ai beaucoup de peine à. Parce que quand même, moi, j'ai voté pour Là, ils M. viennent de Hollande mettre, quand il a été candidat présidentiel. Et quand je vois que son ministre de la Défense de l'époque, Monsieur Le Drian. Monsieur Le Drian, dit voilà, à Poutine, n'oubliez pas que nous avons la bombe atomique. C'est pourquoi faire? C'est pour faire. C'est quoi? C'est pour jouer au billes? On va faire au pillage? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait au quoi? Alors, le temps Enfin, qui nous Poutine était... l'avait Alors, moi, je l'avait pense déjà que de toute sorti. façon, je suis contre la guerre. Je pense que c'est condamnable. Ce n'est pas acceptable. Et qu'il faut retrouver Solution. le chemin de la négociation. Tout à fait. Bien. Alors, il y a des précédents dans l'histoire où ce qu'on appelle la finlandisation Oui. peut avoir un territoire. Une neutralisation du neutralisation du territoire. Il faut quand même écouter les revendications du peuple ukrainien qui veut vivre dans son pays. Dans son et pays. libre. Et en paix, oui. Et en Béatrice. paix. Juste pour dire, parce que ramenons ça quand même un peu aussi à notre Martinique et à ce que l'on voit, qu'on constate et tout ça. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a une nouvelle vague de poutinistes. Ah, Poutine a raison et tout ça. On n'a jamais raison de faire ce type de guerre. Et je crois en plus que ceux qui luttent aujourd'hui pour l'identité, l'autonomie, voire l'indépendance, devraient s'interroger sur un certain nombre de prises de position. L'Ukraine, on a probablement, nous, en tant que nègres, des choses à reprocher à l'Ukraine. On sait, par exemple, que les autorités ukrainiennes ont freiné Le départ d'un certain des nombre Africains, d'Africains, peut-être même d'Antillais. Il me semble qu'il y a des originaires des Antilles, en tout cas de Noirs. Bon. Donc on a plein de choses. On peut dire l'Ukraine n'a pas été ceci, l'Ukraine n'a pas été cela. Alors j'entends des personnes faire des vidéos qui disent « Ah oui, vous imaginez, la Russie n'a jamais été piller l'Afrique et tout ça. » Bon, en même temps, c'est encore une fois une incapacité à revenir sur l'histoire. Oui, la Russie a toujours été freinée par l'Empire ottoman, par les Perses et tout ça, et n'a jamais pu vraiment évoluer de l'Est à l'Ouest, c'est une réalité. Mais il y en a d'autres, l'Inde n'a non plus pas fait ça, le Japon non plus, et pourtant sont des superpuissances. Donc il faut faire attention, je crois, encore une fois, la semaine dernière je le disais, il faut pas regarder ce conflit qui reste un conflit important et qui reste aussi un conflit sur un pays dont on dit qu'il avait sa armement. souveraineté. Oui, sa souveraineté, son armement nucléaire. Un pays souverain, t'as un mec qui vient et qui attaque un pays souverain. Oui, tout à Bon, fait. et un pays qui dit moi ça m'intéresse de rentrer dans l'Europe, et de l'autre côté t'as un autre qui dit ah ouais mais bon vu que la plupart des gens de chez toi sont en tout cas une partie, donc cette partie du Donbass et tout ça sont russophones et donc sont plus de chez moi je ne veux pas rentrer dans l'Europe, donc je vais te calmer aussi. Enfin, j'essaye de simplifier, mais tout ça pour dire aux Martiniquais attention à cette lecture aujourd'hui un peu mondialiste binaire. et binaire Ouais. des choses. C'est pas si simple. Et moi, je le dis, cette partie du monde, et ils ont quand même le terme balkanisation vient aussi de cette capacité multiethnique, parce qu'il faut le dire, il y avait un principe multiethnique. Depuis Lénine, il y a des ségrégations ethniques. Et notamment tchétchènes et tout ça. Donc Absolument. c'est compliqué, mais il ne faut pas du binaire. Et puis il ne faut pas non plus que ça vienne tout d'un coup relever on est pour ou on est contre Poutine. Je pense qu'il faut qu'on soit, en tout cas nous, tout petits qui nous y est, il faut qu'on soit contre la guerre. Parce que le jour où une grande puissance va se dire oh ben tiens, ce petit pays il est sympa. Tu vois ? Voilà. Bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Le temps que nous est imparti est fini. Donc, nous remercions le téléspectateur de Zouk Je TV. voudrais Oui, dire tu une voulais chose, dire quand même. une chose. Alors, rapidement, s'il te plaît. Alors, je vais dire une chose. D'abord, si vous voulez connaître la position du Parti communiste martiniquais, lisez le dernier numéro de Justice. Oui. Nous avons sorti... Négociation non à la guerre. Bon. Mais nous disons aussi une chose importante. Nous ne pouvons pas accepter que l'OTAN encercle militairement la Russie. Parce que c'est ça le fond du problème.
Le fond du problème, c'est pas être pour ou contre Poutine. L'OTAN a entrepris d'encercler militairement, et l'Ukraine était le dernier pays. On a fait rentrer la Pologne, on a fait rentrer la Roumanie, on a fait rentrer Il y a aussi la Biélorussie. Hein, Ils la ont souhaité Biélorussie, rentrer. etc. Donc, alors, et puis la deuxième chose, c'est que je dis aux Martiniquais, les yeux dans les yeux, 99% de ce que vous entendez à BFM TV, à CNews, Il y a LCI. à LCI et même à France Info est faux. Voilà. Voilà. Bon. Une observation, une question que je vois. Oui. Je me demande si derrière ça, il ne faut pas se poser un problème beaucoup plus large. C'est le problème d'un nouvel ordre qui est en train de se mettre en place. Tout à Ok. fait. Vous avez l'Occident, et maintenant, contre l'Occident, vous avez la Russie qui montre le nez, Avec la Chine Voilà. et l'Inde qui n'est Tout pas à loin. fait. Et je pense qu'il Et faut l'Asie. se passer Alors, à ce problème. Et c'est les trois À quarts ce de niveau. l'humanité. On n'a vraiment Oui, pas bien le sûr. temps. Alors, ce dont tu parles là, c'est les nouvelles routes de la soie. Enfin, ben, là, c'est l'occasion d'aborder. de faire un débat. Mais un autre Michel, aspect important, Michel, ça. s'il te Absolument. plaît, par contre, reviens un peu sur ton propos, parce que ce que nous combattons ici précisément, c'est quand même aussi la fake news. On ne peut pas arriver et dire Non, aux, non, non, aux non, Martiniquais, non, non, tout ce qui passe, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Je mais maintiens que nous il faut, assistons à une guerre- mais non, à une mais il guerre de faut, l'information. tout à fait. Mais je pense on qu'il revient- faut on que nous revient à ce que nous appelions disions nos la dernière- compatriotes Je vais à la citer- multiplication. Je vais citer les Non, mais échos. là, S'il te il faut plaît. qu'on termine. Il faut qu'on termine. Il faut qu'on termine. Désolé, mais en tout cas, on a bien entendu l'appel de Béatrice à vouloir dire que tout n'est pas faux, mais qu'il faut aller s'informer. Et Michel qui faut disait, diversifier les- voilà, diversifier les sources. les sources d'information. Et Michel qui parlait de l'encerclement de la Russie par l'OTAN. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci les amis de Facebook qui nous ont suivis en direct. Et puis les autres que nous verrons demain, donc vendredi à 20h, samedi à 18h et dimanche matin à 10h. Merci Grégory pour la réalisation. Remerciements donc à nos chers chroniqueurs et à la prochaine fois avec Emmanuel Granier cette fois-ci. Une bonne soirée à vous et à très bientôt. Ouais.